Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très Et bien. le week-end? Très chargé. Un week-end très chargé avec des activités familiales, notamment les mariages coutumiers et civils de ma nièce, donc la fille de ma sœur aînée. Et donc, comme tout ça a été organisé chez moi en grande partie, donc tu imagines tout le travail que ça m'a pris ce week-end-là. Donc vraiment, j'ai pas eu le temps de beaucoup me reposer parce que j'étais vraiment en activité. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va aux États-Unis pour parler du 39e président des États-Unis, Jimmy Carter, qui s'est éteint hier, le 29 décembre, à Plains, une petite ville de Géorgie dans laquelle il était né le 1er octobre 1924. Et il faut savoir que Jimmy Carter est l'un des quelques présidents du XXe siècle qui n'ont fait qu'un seul mandat. Parce qu'il faut savoir qu'il avait été président de 1977 à 81. Il aura été battu par Ronald Reagan, qui était le président républicain. Lui, il était président démocrate. Ronald Reagan qui fera 2 mandats. Alors, lui, Jimmy Carter, c'est quelqu'un qui était, jusqu'à son élection en 1976 à la Maison-Blanche, c'était véritablement un ovni de la politique américaine, dans la mesure où il était un quasi inconnu sur le plan national, mais dans son État, la Géorgie, son État natal, c'était quelqu'un qui était très connu. Alors, il faut savoir que Jimmy Carter, comme je l'ai dit, il est né le 1er octobre 1924 à Plains, en Géorgie. Il est le fils la Géorgie, c'est un État agricole, c'est un État du sud-est des États-Unis, c'est un État agricole. Et donc, comme la plupart des gens là-bas, ce sont des fermiers. Donc, ses parents étaient des fermiers, mais ils étaient dans la production d'arachide. Il faut savoir que les Américains consomment beaucoup de beurre de cacahuète. C'est ce que nous, on appelle ici la pâte d'arachide. Eux, ils appellent ça le beurre de cacahuète. Et donc, ses parents étaient des producteurs d'arachide. Et donc, au départ, Jimmy Carter voulait embrasser une carrière militaire. Et donc, il va même s'engager dans l'armée. Il va servir notamment dans le United States Navy, donc la marine américaine. Il va y entrer en 1946 et il va être obligé de démissionner de l'armée en 1953 après la mort de son père. Parce que, évidemment, étant l'héritier de ses parents, il ne pouvait pas donc laisser à l'abandon, si tu veux, la ferme familiale. Donc, il va revenir en Géorgie pour prendre en main la gestion de la ferme familiale. Et là, évidemment, c'est à partir de là qu'il faut savoir qu'il va être piqué par le virus de la politique. Donc, en 1963, donc 10 ans après son retour en Géorgie, il va briguer pour la première fois une élection locale. Il va être élu sénateur de l'État de Géorgie. Il fera 2 mandats avant de devenir, en 1970, gouverneur de l'État de Géorgie. Donc, c'est quelqu'un qui avait une assise locale très forte. Et donc, après ces 2 mandats de sénateur de Géorgie puis de gouverneur, il va se lancer à la conquête de la Maison-Blanche, notamment en s'inscrivant comme candidat aux primaires de 1976. Et donc, à cette époque, il faut comprendre que, évidemment, comme je l'ai dit, c'était un quasi-inconnu. Comment quelqu'un, à l'ère où il n'y avait pas Internet, même s'il y avait déjà des médias de masse, mais comment cette personnalité qui n'avait qu'une simple assise sur le plan local va quasiment rafler la mise en devenant par la suite non seulement le candidat du Parti démocrate, mais également à parvenir à se faire élire à la Maison-Blanche. Eh bien, c'est grâce à un instrument qu'on appelle le sondage. Parce que Jimmy Carter va être le premier homme politique américain à véritablement utiliser le sondage pour comprendre, si tu veux, les volontés de l'opinion publique et pouvoir faire des promesses et pouvoir, si tu veux, s'arrimer à être en phase, à se mettre en phase avec l'opinion publique. Et donc, c'est des recettes qu'il va d'abord utiliser de manière sur le plan local, et c'est grâce à l'utilisation de sondages. Et là, il va faire appel à une personnalité qui était un ancien professeur d'université, un économiste, qui va en réalité lui souffler cette idée-là. Il s'appelle David Axelrod. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui va être le grand architecte de la victoire de Barack Obama à l'élection présidentielle de 2007. Et donc,
Par la suite, il faut comprendre que Jimmy Carter va, grâce au sondage, il va affiner ses techniques de sondage pour comprendre les opinions publiques. Et donc, grâce à cet instrument-là, il va parvenir à avoir un programme qui soit, on dirait même aujourd'hui, presque un programme populiste, parce qu'il s'agissait pour lui de s'arrimer au désirata de l'opinion publique. Et grâce à cette technique-là, il va remporter coup sur coup à la fois les primaires du Parti démocrate de 1976 aux grandes dames des ténors du Parti démocrate qui étaient déjà là à cette époque. Et il va rafler même la mise en 1981 en battant Gerald Ford, celui qui était le successeur de Richard Nixon, qui était le candidat du Parti républicain. Il faut savoir que Richard Nixon, ayant démissionné 2 ans après le début de son second mandat, c'était son vice-président de l'époque, Gerald Ford, qui va terminer le mandat et qui va se présenter comme candidat pour l'élection présidentielle de 1976. Et donc, là, grâce à cette victoire-là, et puis il faut comprendre aussi qu'à cette époque, le scandale du Watergate qui va entraîner la chute de Richard Nixon va créer un véritable traumatisme au sein de l'opinion publique américaine, dans le sens où cela va créer la vraiment grande crise de rupture entre l'électorat américain, les électeurs américains et leur élite politique. Et donc, le Parti républicain va sortir totalement affaibli et laminé par ce scandale-là. Et donc, de l'autre côté, ils avaient besoin, en fait, d'un candidat qui soit à l'opposé de ce qu'était Richard Nixon, c'est-à-dire pour les Américains, quelqu'un qui était un menteur, quelqu'un qui avait manipulé les Américains. Et donc, Jimmy Carter va avoir, grâce à l'instrument des sondages, l'intelligence de positionner son mandat sur le point de l'honnêteté, sur l'image, si tu veux, sur la stature de l'honnêteté. Il va se présenter en disant que moi, je vais être un candidat honnête et que tout ce que je ferai désormais, quand je serai président des États-Unis, je le ferai en totale transparence et conformément à la volonté des électeurs américains. Et donc, c'est grâce non seulement à cette image-là d'homme honnête qu'il va mettre en avant, et surtout que dans son passé politique, il n'avait pas de scandale qui lui collait à la peau. Donc, le fait qu'il ait, en quelque sorte, un passé politique qui soit dénudé de tout scandale, et surtout que dans la gestion qu'il a faite de la Géorgie, on peut quand même dire qu'il a eu une gestion assez vertueuse des ressources de la Géorgie, puisqu'il va y appliquer, même parfois en opposition de ses propres promesses, il va y appliquer des mesures sur le plan économique vraiment libérales qui vont permettre à la Géorgie de faire un véritable bond économique en avant. Et donc, grâce à ces résultats-là, et puis aussi sur le plan démographique et social, il va, un peu à l'instar de la plupart des leaders démocrates de l'époque, il va favoriser les politiques de désintégration, pas de déségrégation, c'est-à-dire de permettre à ceux que les minorités qui vivaient dans son État, en l'occurrence les minorités noires, puissent avoir accès à un certain nombre de droits et un certain nombre de services sociaux qui leur étaient refusés du fait de leur appartenance ethnique. Donc, ces politiques de déségrégation, et ces politiques sociales en faveur des minorités d'une part, et les succès économiques qu'il va connaître grâce à ces mesures libérales qu'il va faire appliquer à l'État de Géorgie. Donc, ces résultats-là dans l'État de Géorgie, associés avec son image d'homme honnête et de monsieur propre, vont lui permettre véritablement d'être à ce moment-là, en 1967, le candidat qui était le plus en phase avec les aspirations des électeurs américains qui véritablement voulaient tourner la page. Richard Nixon et, si tu veux, l'administration républicaine qui était considérée comme véritablement une administration pourrie et une administration qui avait surtout trompé les Américains. Et donc ça, évidemment, ça va lui permettre de remporter de manière haut la main l'élection de 1976. Et puis, à partir de là, il va aussi être quelqu'un qui va être conforme à toute l'image qui va le suivre après, même au-delà de la Maison-Blanche. C'est quelqu'un qui va être un artisan de la paix. Et il va être le premier président à véritablement permettre des accords de Camp David qui vont sceller pour la première fois des accords entre un État arabe, en l'occurrence l'Égypte, et l'État d'Israël. On se rappelle encore de ces images-là de 1977 où on avait à la fois le président Anwar el-Sadat et le premier ministre Ben Gourion qui se sont serrés la main à Camp David, c'est la résidence estivale des présidents américains, en présence de Jimmy Carter. Et grâce à cette poignée de main entre Ben Gourion et Anwar el-Sadat, cela va permettre au président égyptien de l'époque
de se rendre pour la première fois en Israël, pour la première fois pour un dirigeant arabe de se rendre à Israël et de faire un discours qui va rester dans les annales de l'histoire à l'intérieur de la Knesset, donc le Parlement israélien. Donc, à partir de là, ça va être son véritable fait d'armes diplomatique, sa véritable grande victoire diplomatique. Et puis, maintenant, sur le plan intérieur, malheureusement, il va y avoir aussi du moins bon parce que évidemment, on se rappelle du choc pétrolier de 1978 et 1979, notamment lié à la volonté des pays arabes qui vont qui vont s'attaquer à Israël. Et donc, malheureusement, cette répercussion-là, cette baisse brutale du prix du pétrole qui va entraîner une véritable crise mondiale, va énormément impacter l'économie américaine parce que l'économie américaine est très dépendante du pétrole. Et à l'époque, le pétrole américain était très dépendant de celui du Moyen-Orient. Et donc, si tu veux, en quelque sorte, les États arabes qui étaient véritablement hostiles à cet accord passé entre l'Égypte et l'État d'Israël vont un peu faire payer la note à Jimmy Carter en limitant la production de pétrole et en faisant grimper ainsi les prix des cours de barils de pétrole. Ça va impacter Jimmy Carter qui aura du mal à trouver des solutions puisque à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où les États-Unis sont les premiers producteurs de pétrole et de gaz et donc ils sont un peu à l'abri d'une pénurie en termes d'approvisionnement de la part du pétrole du Moyen-Orient. Mais à l'époque, le pétrole américain était très très dépendant de celui du Moyen-Orient. Et donc ça va évidemment peser sur sa capacité à pouvoir gérer l'économie américaine. Et ça va entraîner cette crise qui va entraîner évidemment sa chute en 1981. Et puis le deuxième scandale qui va véritablement entraîner aussi un peu sa chute, c'est le fait qu'en 1979, il va y avoir la révolution iranienne. Donc le fait que le régime du Shah soit renversé, même si le Shah à l'époque n'était plus en odeur de sainteté avec les Américains, parce que évidemment son régime était jugé trop tyrannique. Le fait qu'il quitte justement qu'il aille en exil aux États-Unis va permettre l'arrivée au pouvoir des mollahs et donc de l'ayatollah Khomeini. Et puis par la suite, il va y avoir un événement qui va traumatiser également les Américains. Pendant près de 100 jours, il va y avoir une prise des otages de l'ambassade américaine de Téhéran où des Américains qui travaillent dans cette ambassade vont, à la suite de la révolution iranienne, être bloqués dans l'enceinte de l'ambassade par des manifestants fidèles au nouveau régime, qui vont ainsi les prendre en otage. Et donc, il va y avoir en fait un échec des négociations entre l'administration Carter et le nouveau pouvoir de l'ayatollah Khomeini sur la libération de ces otages-là. Mais on le saura bien des années plus tard qu'en réalité, les républicains avaient très bien su jouer le coup parce qu'ils avaient court-circuité en réalité les négociations que l'administration Carter faisait avec celle du gouvernement iranien pour demander à ce que les otages soient bloqués le plus longtemps possible au-delà de l'élection qui avait lieu en novembre 1980 pour que, évidemment, le Jimmy Carter puisse perdre l'élection. Et donc, c'est ce qui va se passer. Les Iraniens vont bloquer les otages américains, vont refuser de les libérer. Et puis, il faut savoir que l'Iran, qui était déjà qui venait d'être frappé par les sanctions américaines, à la suite de la révolution iranienne, Ronald Reagan va négocier avec le gouvernement iranien une levée partielle de ces sanctions-là en échange de la libération de ces otages. Et c'est ce qui va se passer puisque dès lors que Ronald Reagan sera reconnu vainqueur de l'élection en 1980, puis prendra les fonctions le 20 janvier 1981 en tant que président des États-Unis, en tant que 40e président des États-Unis, le même soir, un vol quittait l'aéroport de Téhéran avec à bord l'ensemble des 100 otages américains qui étaient bloqués dans l'ambassade. Et ce vol-là allait à destination de Washington aux États-Unis. Et donc, Ronald Reagan va entamer son premier mandat, avec une victoire diplomatique, celle de la libération de ces 100 otages-là. Et donc, après ce passage à la Maison-Blanche, Jimmy Carter va rester comme le veut la tradition des anciens présidents américains. Il crée des centres ou des fondations et puis il s'occupe de programmes sociaux. Et donc, Jimmy Carter, lui, va dédier sa fondation à deux actions principales. La première, c'est la recherche de la paix dans le monde et la deuxième, c'est la construction
d'habitats sociaux pour les personnes vivant dans la précarité. Et donc, c'est pour le premier volet la lutte ou la recherche de la paix dans le monde qui va lui valoir en 2002 l'obtention d'un prix Nobel de la paix, parce que souvent on a tendance à l'oublier. En 2002, Jimmy Carter va être prix Nobel de la paix. Et puis la deuxième chose, cette seconde activité aussi qu'il va mener jusqu'à sa mort, c'est la construction de logements. On l'a vu par exemple en 2010, après le terrible séisme qui avait frappé Haïti. Sa fondation va énormément œuvrer pour la construction d'habitats là-bas et aussi à l'intérieur des États-Unis, notamment dans des États du Sud qui sont des États en comparaison de ceux du Nord qui sont des États particulièrement, ceux du Sud sont particulièrement pauvres. Et donc dans ces États-là, Jimmy Carter va inlassablement jusqu'à sa mort continuer à travailler pour la construction de ces habitats-là. Il faut savoir que Jimmy Carter aussi décède un an presque jour pour jour après le décès de sa femme qui est Rosalynn Carter, qui est partie le 19 novembre 2023. Jimmy Carter aussi était un peu un survivant parce qu'en 2015, on lui avait diagnostiqué un cancer du cerveau. Il avait donc dû subir toute la chimiothérapie et tous les traitements lourds liés à cette terrible maladie. Le cancer avait été en rémission, ce qui lui avait permis de vivre presque 9 années de plus. Et donc, il s'éteint paisiblement à l'âge de 100 ans dans sa résidence familiale de Plains en Géorgie. Il va laisser donc en héritage d'un côté l'artisan pour la paix qu'il était, artisan inlassable qui a œuvré pour essayer de rapprocher Israël des États arabes. Et cette victoire-là, pour le premier accord de paix entre Israël et un État arabe, en l'occurrence l'Égypte, va être si tu veux, cette volonté va être poursuivie par tous les chefs d'État, tous les présidents américains qui vont lui succéder. L'autre véritable fait marquant qui, on peut dire, est en héritage de l'action de Jimmy Carter, c'est évidemment, on parle des accords d'Oslo qui auront permis la signature d'accords à Washington en 1994 entre Israéliens et cette fois-ci palestiniens, ces accords qui vont permettre la création d'un État palestinien. Même si 30 ans plus tard, on en est maintenant bien loin, on est bien loin de cette réalité d'un État palestinien, mais il faut quand même rendre hommage à cet homme-là, 39e président des États-Unis, qui aura prouvé qu'avec de la volonté, on peut obtenir des résultats, notamment lorsqu'il s'agit de rapprocher les peuples. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.